Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence du sport et des femmes, favoriser l'embauche du personnel féminin dans les organisations sportives, présentée par les Œufs du Québec. Mon nom est Marc Durand. Je suis assez sensible à la cause de la place des femmes dans le monde du sport. On dit souvent que j'ai un bac en PEPS, tellement je suis allé souvent, d'ailleurs, au GA, au PEPS. Mais j'anime aussi et je réalise le balado Jouer comme une fille en compagnie de Guylaine Demers qui est avec nous. C'est présenté par Égal Action. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais ça fait partie des choses que j'aime bien entretenir dans ma carrière de journaliste et animateur. Mais aujourd'hui, on va surtout entendre parler, puis c'est pour ça que vous êtes ici et très nombreux. D'ailleurs, je vois déjà 50 personnes avec nous sur une possibilité à peu près du double avec la belle soirée qu'on a. Ça va être très, très divertissant. Pendant une heure, 3 grandes dames du monde du sport de la région de Québec réunies ce soir pour parler de la place des femmes dans la sphère sportive en général, mais surtout dans le milieu du coaching, où elles sont très peu représentées. Il y a l'entraîneur de basketball avec 30 années d'expérience, Linda Marquis. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Marc. Bonsoir, tout le monde. L'athlète olympique et entraîneur en patinage de vitesse, Ariane Loignon. Bonsoir. Bonsoir, Ariane. Et la professeure chercheure de l'Université Laval, Guylaine Demers. Bonsoir, Guylaine. Salut. Merci d'être là avec nous ensemble. Donc, elles vont nous livrer leurs préoccupations face à cette situation tout en amenant des pistes de solutions pour renverser la vapeur. Alors, c'est un peu ça le thème de tout ça. Tout au long des entretiens, moi, je vois vos commentaires, vos questions et je vais gérer ça. Donc, au fur et à mesure, vous avez des questions pertinentes, évidemment, sur le sujet de ce soir. De toute façon, je vais filtrer ça, puis je vais pouvoir les poser aux trois. Mais sinon, si c'est précis envers quelqu'un, bien, ce sera également l'occasion. Vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions de vive voix, mais on va garder ça pour la fin. Parce qu'on se dit, si des fois, c'est trop long à écrire, vous préférez les dire, mais on va garder ça pour la fin. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, faites une tentative et par écrit au départ. Et aussi, je vais vous dire, ce n'est pas nécessairement dans l'ordre. Ce n'est pas parce que vous êtes les premiers à poser la question que c'est celle-là que je vais lire en premier. Je vais essayer de suivre un peu les thématiques parce qu'il y a comme 3 grands thèmes. Les barrières, puisqu'il y en a des barrières, des résistances à tout le moins. Les raisons, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a moins de femmes dans le monde du sport au niveau des entraîneurs, dans le coaching. Les avantages et les inconvénients peut-être, pourquoi d'avoir une femme comme entraîneur. Et les solutions, parce qu'on veut aussi trouver des solutions et proposer des solutions. Alors, je pense qu'on est prête avec les grandes lignes, avec nos panélistes de calibre olympique. Linda Marquis est allée aux Jeux olympiques avant moi. En plus, elle, c'était comme coach adjoint quand même d'équipe canadienne en basketball. Ariane Loignon est allée avant moi comme athlète. Son chum aussi. Puis son garçon est allé. Ça, c'est quand même pas pire. Puis Guylaine Demers, écoute, elle, docteur Demers, elle a gagné le prix Femmes et Sport du CIO, du Comité international olympique, en 2020. Donc, on est vraiment avec un trio exceptionnel ce soir. Le meilleur trio ce soir, il n'est pas à la télévision, il est ici. Pas pire, ça? Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est les punchlines à Marc. C'est bon. Écoute, mais je vais commencer avec toi, Guylaine, puisque, écoute, on te voit à l'écran, puis avec raison. Tu es la chercheuse, tu es celle qui a les statistiques. On dit qu'en 2021, là, les mentalités ont évolué, puis on voit ça de plus en plus des entraîneurs féminins, puis il y a des postes clés maintenant qui appartiennent à des femmes quand même. Je pense à Tricia Schmidt au niveau du COC, c'est la présidente du COC, Isabelle Charret qui est ministre, France Vigneault qui a été directrice à la direction des sports, du loisir et de l'activité physique du ministère, Danielle Sauvageau, présidente du CA de l'ESSIM, Isabelle Ducharme, DG de Natation Québec, Julie Gosselin, présidente du CA de Sport Québec. Il y en a d'autres. Finalement, il n'y en a pas de problème. Non, je ne sais pas pourquoi on a ça ce soir. Là. Moi, je sais pourquoi. non, mais vas-y. Alors, en fait, c'est sûr que ça s'est amélioré. Oui. On en voit plus de femmes, mais ça demeure des cas d'exception. Alors, on parle de celle-là. Oui, c'est vrai. Mais la liste n'est pas longue. On ne pourrait pas nommer une longue liste. Puis actuellement, tu vois, les dernières statistiques qu'on a pour le Québec, tous les niveaux de coaching confondus, on a 19 % d'entraîneurs féminins. Du niveau récréatif, initiation au sport jusqu'à l'autre performance, on est à 19 %. Puis ce qui est plus dramatique, c'est qu'au cours des dernières années, si on remonte il y a 10 ans, on était à 23-24 %. Fait que au cours des 10 dernières années, ça a recommencé à baisser.
Alors, non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais là, celles qu'on a ne restent pas longtemps, puis elles quittent assez rapidement. Donc, les femmes restent en moyenne 3 ans et demi en poste pour 11 ans pour un homme. Alors, les premières années sont difficiles. Puis Alors, ça, c'est pour les coachs. Puis si on regarde au niveau des postes administratifs, encore une fois, au Québec, si on regarde au niveau des conseils d'administration, donc toutes nos fédés qui sont gérés par des conseils, on n'a seulement que 22 de membres et 19 de présidentes des conseils d'administration. Alors, ça demeure quand même un nombre très restreint de femmes. Et si on regarde au niveau du staff des fédérations québécoises, là, on a 52 de femmes. On dit yes! Oui. C'est 78 c'est le personnel de soutien. Tu sais, les secrétaires, les communications. Okay. Parce que si on regarde au niveau des directions techniques, on a juste 20 de femmes. Les directions générales, 33 Donc, des postes traditionnellement occupés par des femmes depuis plusieurs années, ce n'est pas nécessairement une amélioration non plus. Non, pas du tout. Non, on aimerait plutôt voir 50 d'hommes et de femmes qui occupent des postes de soutien. Alors, oui, on est capable d'en nommer quelques femmes, mais clairement, on est, de ce temps-ci, je parle beaucoup, on est pris dans la boîte. Ah oui, hein? On vire de sourd, ça avance plus. On a un 4 pattes, mais ça passe dans le bas. Ça passe dans le bas. La question, c'est est-ce que c'est une réticence à embaucher ou une résistance? Puis je poserais la question à quelqu'un qui a été entraîneur 30 ans. Moi, quand j'ai commencé en télévision en 92, elle était déjà en poste. Donc, c'est une pionnière du coaching à un haut niveau. Linda Marquis, toi, as-tu senti une résistance, une réticence à ce qu'on t'embauche comme entraîneur? Non, j'ai eu, il y a 30 ans, j'ai eu l'audace d'aller voir le coordonnateur des sports et lui dire si tu as besoin de quelqu'un pour entraîner ton équipe de basket, je suis disponible. Le lendemain, j'allais dîner avec lui, puis j'ai été embauchée. J'ai eu cette chance-là. Peut-être que je l'ai pris par surprise et je suis tombée aussi sur quelqu'un qui avait cette ouverture-là. Je trouve ça intéressant, puis j'ai quasiment le goût de te couper là-dessus, puis de renchérir là-dessus, parce que tu dis, je l'ai pris par surprise, j'ai eu cette chance-là, j'ai eu l'audace. Ça ne prend pas ça tout le temps pour un homme pour devenir entraîneur. Toi, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu as remarqué aussi, ça t'a pris ça? Oui, effectivement. Je suis allée de mon propre chef et j'ai foncé. Qu'est-ce qui a fait que... je ne le sais pas. J'avais la passion, puis la passion m'a poussée vers Robert Deschenaux. Puis ça a été une chance inouïe qui a été le début d'une belle aventure pendant 30 ans. Mais est-ce que donc, tu as eu cette audace-là, puis on t'a ouvert les portes, ce qui ferait dire à bien des gens, bien, regarde, c'est rien que ça à faire, les femmes, cogner, puis on va vous ouvrir les portes, c'est réglé. Est-ce que c'est aussi simple que ça, d'après toi? Non, malheureusement, je pense que la femme, il faut qu'elle, encore une fois, en 2021, fasse ses preuves. Puis il y a encore une perception que les femmes comme entraîneurs, on est douces, on est fines, on manque d'agressivité. Je pense qu'on a un petit peu... En tout cas, moi, j'ai eu à vivre, à me battre contre cette image-là pendant 30 ans. Et malheureusement, je pense que ça existe encore dans la tête de certaines personnes. Ah, bien, surtout, je dirais, peut-être, c'est un préjugé, mais en basketball, on les voit, entre autres les hommes, les masses en l'air à crier tout le temps après les joueurs et les arbitres. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Je pense que oui, hein, mais ça reste... Bon, on a tous les styles. Tous les styles, c'est ça. Tant chez les femmes que chez les hommes. Oui, bon, tu vois, c'est ça. Mais tu as été une des pionnières. Il y avait France Vigneault qui était là avec toi. Puis peut-être qu'après ça, je passerai à d'autres, mais je trouve ça que tu me parles un peu de cette dualité-là. Ça a été une chance pour vous, je pense, de vous côtoyer, hein? Oui. D'ailleurs, France, on a commencé ensemble, puis c'était pour moi, France qui est devenue une grande amie, mais c'est une alliée qui a bâti, en fait, c'est la fondation les échanges qu'on a eus. On avait nos bureaux un côté de l'autre, puis lorsqu'il y avait des doutes, j'allais la voir, on validait. Donc, cette confiance-là s'est bâtie avec nos échanges. On s'est supportés. C'était pas toujours facile ce qu'on vivait. Qu'est-ce qui n'était pas facile, Linda? Parce que qu'est-ce qui n'était pas facile? Des problèmes de coach ou des problèmes de femme coach? Des problèmes de femme coach, peut-être, de doute. Quand on commence à coacher, on n'est pas certaine, on doute de sa confiance, on doute si on prend les bonnes décisions. À l'époque, on tourne quand même 30 quelques années en arrière. Oui, il y avait des modèles, mais j'avais eu la chance de jouer pour Monique Parent, qui avait été mon modèle, puis qui m'avait démontré qu'on pouvait coacher dans le plaisir. Ah. Mais dans le plaisir, elle aussi, c'était comme hors norme, parce que dans le plaisir, il faut
faut y aller avec la rigueur, puis il faut avoir l'air sévère. C'est plus l'image qu'on a des entraîneurs. Et avec France, ben, c'est ça. Après les entraînements, ou ce qu'elle vivait avec un entraînement, ou que ce soit avec une relation avec un entraîneur ou avec, excusez, le téléphone. Peut-être quelqu'un dont on parlait. Mais oui, c'est France permet qui m'appelle, mais avec l'entraîneur. C'est ça, excusez-moi. Hey, Ariane, je n'ai pas oublié, mais je ne veux pas oublier non plus de parler à Guylaine de ça. Parce que Guylaine, toi, tu as été joueuse avec Linda comme entraîneur. Ben, tu peux nous en parler. Comment c'était d'avoir une entraîneur pour toi qu'elle n'avait jamais eu avant? À ma 3e année, donc en 85, oui. C'était la première année de Linda. Oui. Et pour toute l'équipe, c'était la première fois de notre vie qu'on avait une femme entraîneur. Et pour les personnes qui connaissent Linda, c'est une femme qui est calme, qui est posée. La saison commence. Bon, je me rappelle encore quand Bob Deschenaux nous avait invités au restaurant pour nous présenter Linda, pour nous dire c'est elle qui va vous entraîner. Okay. On était super contents. Ça a été un beau moment. Oui. Et là, on arrive en septembre, commence les entraînements. Puis après 2 mois et demi, à chaque année, on avait, je vais dire, un maudit tournoi à York parce que ça allait tout le temps mal. Au mois de novembre, tout le monde taboute, là. Ouais. Mais bref, on arrive à York et là, on se fait un gros meeting d'équipe parce que là, on trouve que Linda, là, c'est pas un bon coach. Écoute, elle ne nous crie pas après, elle n'est pas autoritaire, elle n'a pas de fouette, elle ne nous brasse pas assez, tu sais. Puis là, on est là. Ouais. C'est le modèle que vous aviez eu, peut-être. Ouais. Donc, nous, l'image qu'on avait d'un entraîneur, ça a tout le temps été un style, comme tu disais, baguette en l'air, tu sais, ça crie puis envoie. Fait que là, pour nous, ça ne fonctionnait pas, là. Donc, elle n'était pas un bon coach. Et on a eu un meeting, donc moi et la co-capitaine, on s'en va la rencontrer dans sa chambre avec notre liste de récriminations. Linda reste très calme, très posée. Et là, on quitte la chambre après y avoir dit tout ce qu'on voulait qu'il change. Tu comprends bien? Puis là, on filait bien cheap, mais bon, on avait fait notre job. Et Linda me rappelait dernièrement que tu peux y aller. Linda, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que moi, j'ai comme eu un blackout là, après ça. Tu sais. Je ne me rappelais pas ce qui s'était passé ensuite. Tout ce que je me rappelle, c'est que quand on est revenu au PEPS pour s'entraîner, Linda n'a rien changé dans son coaching, là. Elle ne criait pas après nous autres et tout. Puis, à un moment donné, on a commencé à trouver ça pas mal le fun que l'entraîneur s'intéresse à nos études, à notre famille, qu'il y avait d'autres priorités avant le basket parce qu'on ne vivrait pas du basket. Alors, on a finalement aimé son style. Mais au début, là, et après ce fameux speech-là, Linda, tu peux dire comment... Moi, j'avais oublié. C'est le passé le lendemain. En fait, le lendemain, on avait une partie, puis ça a probablement été le speech le plus court de ma vie d'avant-match. Allez-y, vous savez quoi faire. T'es intimidée ou c'est... Non, je pense que c'était un petit peu orgueilleuse là, du fait que je m'étais fait parler comme ça. Et le lendemain, c'est comme, bon, ben si vous connaissez, vous avez les réponses, allez-y. Ah bon. Et on a gagné le match, donc j'ai fait démissionner parce qu'il y avait les réponses. Oh, ça, c'est pas vrai. Mais on avait sans doute bien réagi. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que Guylaine, qui on le sait, défend la cause bec et ongle de la place des femmes dans le monde du sport, a été une de celles qui, à un moment donné, s'est dit, c'est pas comme ça qu'on coach. Ça nous prend quelqu'un qui c'est ça, il y a des mentalités, il y a des barrières, on l'a dit, des résistances. Ariane Loignon, es-tu toujours là, Ariane? Oui, je suis là. Elle est là. D'accord. Parce que je ne voyais pas trop à l'écran. Juste en passant, j'ai France Vigneault qui fait dire c'est pas moi qui étais au téléphone. Je vous écoute tous les 4. Et Guylaine Allô, France. Bonjour également. Oui, c'est ça. Merci encore. C'est bon. Toi, Ariane, tu as été athlète, évidemment, patinage de vitesse, bon, tout ça, rencontre des enfants. Tu as été entraîneur, mais tu as été entraîneur jusqu'à un certain niveau aussi. Est-ce que toi, tu as senti une barrière au niveau de ton sport, le patinage de vitesse, sport individuel? Quand j'ai fait ma carrière d'athlète, j'ai toujours coaché les étés c'était le travail qu'on pouvait avoir. Là, fait que je me suis toujours impliquée comme entraîneur. Fait que pour moi, là, c'était très naturel de m'impliquer. Puis j'ai toujours trouvé aussi que d'être entraîneur, c'est de verbaliser ce qu'on a à faire. Fait que ça m'aidait comme athlète dans mon cheminement de coacher aussi. Mm-hmm. Puis j'ai entendu souvent des athlètes plus vieux qui ont regretté de ne pas s'être impliqués comme coach parce que quand ils se sont impliqués comme coach, ils ont réalisé des choses techniques parce que tu es obligé d'essayer de le faire comprendre. Fait que, bref, moi, je me faisais ça. Donc, je me suis impliquée comme coach.
Fait que c'était naturel pour moi de coacher. Ensuite, j'ai eu les enfants. Fait que là, j'ai eu une période où je ne me suis pas impliquée comme entraîneur. Mais en fait, j'ai continué à coacher jusqu'à ce que j'aie les enfants. Laurent étant le plus vieux, Laurent a 28 ans maintenant. Oui. Quand j'étais enceinte de Laurent, j'ai coaché. Enceinte même de Daniel, j'ai coaché. C'est vrai, je prenais comme un petit congé, mais pas vraiment. J'amenais, Laurent est venu avec moi, enfant, là, 1 an et demi, à faire des entraînements, moi avec ma bedaine pour enceinte de Daniel, à entraîner le club de Saint-Romuald. Puis là, j'avais dit, payez-moi pas là, parce que je ne donne Ah, pas tu mon plein sentais rendement, mal? là, Ben parce que oui. là, j'ai mon enfant avec Oh, moi. Puis là, ben, le club n'avait pas voulu. Il m'avait payé quand même. bon, oui, au moins, il était ouvert de Mais ce côté-là. oui, Ouais. c'est ça, mais ça m'amène à la Oui. réflexion, c'est que les femmes, en tout cas moi, mon expérience à moi, c'est une grande honnêteté. Tu sais, moi, je trouvais que je ne livrais pas assez, là. Fait que je Mhm. me disais, ben, payez-moi pas, là, je ne livrais pas assez ce que je pouvais donner. Puis, je pense on est très exigeante envers nous dans notre parcours comme athlète, comme entraîneur, impliqué dans des postes de leadership sur des conseils d'administration. On est très, très exigeante. Oui. Et peut-être que ça nuit un peu à notre progression. Ça prend, je me souviens, j'ai été impliquée plus tard comme entraîneur, justement. Je continue à m'impliquer. Puis il y a Ouais. quelqu'un qui m'a dit, ben, je te verrai là. Ah oui, ah oui. Fait que là, Tu ben, n'y continue croyais à pas. coacher, puis Ouais. reviens. Puis, Ouais. donc là, c'est vraiment ça. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin de la tape sur l'épaule pour me dire, hey, tu es capable. Mais Linda, elle l'a dit, elle avait la même chose aussi, le signal qu'elle avait eu. Hmm. Puis Linda, quand tu as dit, j'ai eu une chance ou tout ça, mais je pense qu'on fait notre chance aussi. Oui. Il faut foncer. Puis ça, peut-être qu'on ne se le dit pas assez souvent, qu'il faut foncer. Puis le pire qui va arriver, c'est un non, mais ça n'arrive pas souvent. Là, des gens qui veulent s'impliquer, habituellement, il y a des portes qui s'ouvrent pour les gens qui veulent s'impliquer. Après, c'est à quel niveau on peut le faire, là. Oui, c'est vrai. Puis peut-être, Guylaine, il y a un chiffre que tu me disais tantôt, 19% des entraîneurs sont féminins seulement. Mais des femmes coachs, on en voit plus au niveau des jeunes. Peut-être, je me trompe. C'est peut-être Non, au niveau de le l'élite. pourcentage, Le oui. pourcentage est. Bon, alors, c'est un peu comme Marianne, quoique tu as quand même entraîné Kellner Robert jusqu'au Oui. championnat du monde. C'est quand même un bon niveau, là. Je ne vais pas diminuer ça, mais effectivement, on en voit un peu, mais c'est comme moins naturel peut-être pour les femmes de viser un poste d'équipe Ben, nationale, par exemple, de en grande fait, je équipe. pense que les témoignages de Linda et Ariane illustrent Oui, bien ce que la recherche nous dit, en fait, c'est que effectivement, quand il y a un affichage de poste, puis ça, ce n'est pas unique au sport, dans différentes professions, les femmes vont s'assurer de rencontrer 100 des critères avant de poser leur candidature. ah oui, hein. Et les hommes, ça va varier entre 60 et 70. Ils OK. disent, bon, j'y vais, puis ce que je Capable. ne sais pas, je vais l'apprendre en le faisant. Ouais. Alors que les femmes ne font pas ça. Elles sont vraiment, et ça revient à ce que Linda et Ariane disaient, donc il y a une exigence et on dit, bien là, si je n'ai pas 100 des critères, je ne poserai pas ma candidature. Ce qui fait qu'en coaching en particulier, les organisations doivent être très conscientes qu'il faut aller vers les femmes et il faut demander aux femmes. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a de plus en plus. Je dirais qu'il y en a maintenant qui savent qu'ils veulent coacher et qui Oui. vont être vraiment vont aller de l'avant, comme Linda a fait quand elle a commencé. La passion du basket était plus forte que tout. Alors, elle est allée frapper à la porte, mais ça, c'est des exceptions. Alors, si moi, comme organisation, je veux plus de femmes en coaching, c'est pas juste de dire j'affiche le poste, puis là, il n'y en En a tant pas. On dit, ben, qu'entraîneur ou il n'y en a entraîneur. pas de femmes. Tu sais, je Ouais. vous l'avais dit, il n'y en a pas. Oui, mais c'est où que tu as recruté? Comment tu as recruté? Juste quand tu as affiché ton poste, tu mets juste le mot entraîneur au masculin. Tu sais, ça paraît niaiseux, mais comment tu en fais la promotion de cette ouverture de poste-là? Fait que pour moi, il faut que les organisations aillent au-devant. Puis, comme Ariane disait, aussi comme femme, effectivement, on a à reconnaître nos compétences, puis à un moment donné, on y va, on fonce, puis des fois, on peut être surpris des réponses qu'on a. J'ai Guylaine Dumont qui nous écrit, Guylaine qui connaît tout le monde, hein, qui est autour de la table ici parce qu'elle elle connaît bien Ariane, évidemment, elle connaît bien France Vigneault, évidemment, Linda, et Guylaine. Elle parlait de toi, Ariane, de Guylaine, qui a dit, je l'ai côtoyée Guylaine Dumont, une grande joueuse de volleyball, pour ceux qui ne connaissent pas, participe aux Jeux olympiques. Je l'ai côtoyée lorsqu'elle coachait Ariane. Donc, lorsqu'Ariane coachait, elle était généreuse et hyper compétente, mais ne le croyait peut-être pas. Et elle était sensible envers les athlètes, ce qui est une belle qualité aussi.
Et elle nomme un entraîneur masculin qui a eu des démêlés récemment avec l'équipe nationale, puis elle dit, lui, justement, ça en était un problème, il n'était pas à l'écoute. C'est peut-être une qualité qu'on retrouve parfois, peut-être c'est dans la question des avantages et des inconvénients, mais c'est un avantage que Guylaine croit qu'Ariane avait. Et on ne recrute pas assez les entraîneurs féminins, donc entraîneurs féminins. Merci, je pense que Guylaine est vraiment merci. sensible à ça. C'est un beau commentaire. Oui, c'est un beau beaucoup. commentaire de sa part. Mais c'est vrai qu'on a le réflexe. Puis comme journaliste, j'avoue que ça m'est arrivé de me poser la question des fois, puis de voir un athlète, puis je me dis, ah, lui, il serait un bon coach. Mais j'ai rarement eu, puis je l'avoue, j'ai rarement eu la réflexion. J'ai une femme, par exemple. Puis je pense en ski acrobatique, j'ai fait une petite liste tantôt avant de commencer, puis j'ai dit, OK, tous les entraîneurs qui sont là en ski acrobatique, puis il y en a beaucoup du Québec, c'est facile à. Mais Michel Hamelin, Marc-André Moreau, Jeff B., Nicolas Fontaine, Nick Bass, Denis Kapitschik, Jeff Cusson, c'est tous des anciens athlètes qui sont devenus ensuite entraîneurs. Mais jamais j'aurais pensé que Jennifer Isle ou Caroline Olivier ou en snowboard Dominique Maltais, ce réflexe-là, il n'est pas là chez les gens en général. C'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que les femmes n'ont peut-être pas le goût de foncer parce qu'elles sont moins encouragées. Je lance la question à tout vent. Commentaires et questions en même temps. Ouais. Peut-être. Ben, vas-y, Linda, vas-y. Je vais juste parler de mon expérience personnelle. À quel point, pour moi, c'était important de justement développer des entraîneurs adjoints et les encourager. Parce que moi, je trouvais que c'est une profession extraordinaire. Puis, bon, il y a toujours ses hauts et ses bas et ses défis, mais oui. Combien de fois j'ai voulu arrêter? Plus qu'une fois, là, mais on a persisté. Oui. Mais de voir ces femmes que j'avais la chance de coacher, puis on pouvait identifier, là, je me disais, oh, elle a une bonne tête pour coacher, et je les encourageais, et je me faisais un devoir d'avoir un entraîneur, et d'avoir un entraîneur adjoint pour essayer justement de leur donner la piqûre, puis de développer, puis d'avoir plus d'entraîneurs féminins si possible, mais au moins leur donner la chance. Et c'est arrivé? C'est arrivé que des femmes ont continué par la suite? Oui, c'est arrivé. Bon, on a l'exemple de Julie Dionne qui a eu du succès au Cégep Sainte-Foy, qui a remporté le championnat canadien, qui est maintenant à un poste de directeur au SAS, qui est tout à son honneur. Oui. Et c'est un bel exemple. Et il y en a d'autres qui ont persisté, mais il y en a d'autres qui ont arrêté après quelques années parce qu'ils ont eu des enfants et les conditions n'étaient pas favorables. Parce qu'écoute, moi, il y a une année, c'est quand on a fêté, je ne sais plus si c'est le 25e, 30e à Linda, là, je ne le sais plus, on l'a fêté. Le 10e, ça fait pas longtemps. Mais j'avais compté l'ensemble des athlètes que Linda a coachés qui sont devenus entraîneurs, puis qui n'ont pas nécessairement passé par le poste d'assistante, là, parce que Linda s'est fait vraiment un point d'honneur à toujours avoir des femmes comme adjointes. Et c'était astronomique, là. C'est astronomique. Et ça aussi, encore une fois, ça démontre que si, tu sais, la fameuse phrase « You can't be what you can't see », fait que si tu ne le vois pas, tu ne penses pas que tu peux le faire. Tu ne penses pas que tu peux y avoir accès. Alors, nous, comme athlètes féminines, d'avoir eu Linda comme entraîneur et de voir un style différent, bien là, tout à coup, tu te reconnais, tu te dis « Ben, gadon, je me vois moi aussi faire ça. » Puis c'est peut-être pour ça, Marc, que toi, ceux que tu identifies, qui ont le potentiel d'être entraîneurs, c'est que tu ne remarques peut-être pas les mêmes qualités ou les qualités qu'on associe plus habituellement au leadership du coaching qui est plus masculin. Alors, pour nous, athlètes, avoir eu Linda et de dire « Wow, hey, je me vois faire ça » et de vouloir devenir entraîneur, écoute, ça a eu un impact direct. Fait que les modèles sont extrêmement importants pour qu'on puisse s'identifier. Tu sais, notre... pas astronaute, mais notre ingénieure québécoise, Falak, elle s'appelle, je ne veux pas mélanger son nom, mais tu sais, quand elle a dit, quand j'ai vu, tu sais, Julie Payette, astronaute, là, tout à coup, ça a allumé une lumière. Ah, une femme peut être astronaute. Tu sais, bien, c'est ça. Ah, une femme peut coacher universitaire, peut aller aux Olympiques, tu sais, comme coach. Oui. Et on n'avait pas ça avant, puis on n'a pas encore bien, là. Non, c'est vrai que les modèles sont importants, puis malheureusement, ils existent peu. Alors, on imite toujours la personne qui est devant nous, et on essaie de l'imiter si on l'admire un peu, un tant soit peu. Danny Boulanger, entraîneur de plongeon, longtemps associé aussi à Québec, il dit « Pour avoir fait d'énormes efforts pour réussir à engager des femmes comme entraîneurs, et bien qu'elles aient entraîné pendant de très bons moments, de 5 à 8 ans,
Elles ont toutes décidé de faire autre chose parce que les conditions professionnelles ne les intéressaient pas à long terme. On parle de barrières, mais on est rendu dans les raisons. Là. Pourquoi il y a moins de femmes? Peut-être parce qu'elles sont moins intéressées par une carrière à long terme? Selon Dani? Écoute, c'est sûr qu'au Québec et au Canada, on n'est pas choyé. C'est des jobs à temps plein en coaching, à part de certains sports qui sont plus payants, là, patinage artistique, tu peux vraiment vivre de ton sport sans problème. Donc, il y a certains sports où c'est plus accessible, mais sinon, ce sont vraiment des conditions qui ne sont pas intéressantes. Puis, il faut vraiment être passionné. Oui. Un des seuls milieux qu'on a au Canada, puis nous au Québec en plus, je dirais, il y a le contexte sport-études qui peut permettre à certains entraîneurs de vivre du coaching, mais c'est le milieu universitaire. Le milieu universitaire, c'est là où on peut avoir un emploi à temps plein, où il y a des conditions de travail qui vont effectivement te permettre d'avoir des avantages sociaux, d'avoir un congé de maladie, des assurances, etc., etc. Donc, quand tu as ces conditions-là, bien, c'est sûr que c'est plus attrayant et tu veux rester. Puis je comprends le commentaire de Dani, effectivement. Je dirais que ce qui a changé entre, tu sais, Linda qui a enduré sa profession 30 ans. Oui. Linda, comment tu étais payée ta première année? Écoute, je gagnais plus en prêt et bourse, c'est pas compliqué, là. Mais 6 200. Bon, OK? Fait que j'avais plus en prêt et bourse que le salaire de Linda. Mais ça prend la passion aussi au départ. De toute façon, ben, même les hommes qui commencent en coaching. Oui. Mais ce qui a changé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, bon, Linda, qui était sa passion, elle en mangeait du basket, mais c'est que maintenant, les femmes ont plus d'options. Puis effectivement, si je suis dans un milieu où les conditions ne sont pas intéressantes, que ce soit, ça ne facilite pas la conciliation travail-famille, les avantages, etc., ben, j'ai d'autres options, puis je ne m'obstinerai peut-être pas à rester dans un milieu qui est un peu moins intéressant, je vais dire. Mais effectivement, c'est un défi, c'est sûr. Très intéressant. Je crois qu'on a quelqu'un qui va pouvoir prendre la parole immédiatement. C'est Julie Dionne qui est avec nous. Oh. Alors, est-ce que Julie, tu nous entends? Est-ce que ça fonctionne? Bon. Ce n'est que petit remis. Ça s'en vient. Bonjour Julie. Est-ce que ça fonctionne? Hey, bonjour. Hey, j'avais de la difficulté à ne pas intervenir, honnêtement. Donc, je me suis permis, étant donné que c'est l'organisation qu'on organise tout ça, je me suis permis de demander la parole. En fait, j'avais un petit mot rapide, puis je trouve ça super intéressant. On a parlé de modèles, puis pour moi, c'est la clé de tout. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des modèles féminins autant au niveau collégial que universitaire en Sonia Ricci et Linda, et c'est ce qui m'a moi-même poussée à être entraîneur. Je pense que ces modèles-là, c'est ce qui manque beaucoup. Puis quand j'étais moi-même entraîneur au niveau collégial, on m'a mentionné que je devenais un modèle aussi pour ces jeunes-là qui éventuellement voulaient devenir. Puis je me souviens avoir été à un championnat canadien enceinte de 8 mois et une semaine à Halifax. Puis ça s'est bien passé, tout était beau, on a gagné tout ça. Là. Ça a été, j'avais quand même un numéro de téléphone d'un médecin au cas où. Mais moi, ce qui m'a peiné un peu de tout ça, puis j'ai une question qui vient avec ça, c'est qu'à la suite de ça, évidemment, j'ai accouché, j'avais mon petit qui avait quelques mois et j'ai continué à être entraîneur. Et on me reprochait que je dérangeais l'équipe parce que moi-même, je traînais mon enfant dans le gymnase dans un coin qui ne disait pas un mot, mais que ça déconcentrait l'équipe. Oh mon Dieu, oui. Et moi, ce que je voulais savoir un petit peu, quelle ouverture qu'on devrait avoir pour ou accommodement, ouverture ou peu importe pour les différents programmes sportifs pour permettre justement aux femmes de poursuivre leur carrière. Moi, j'ai arrêté, je suis allée dans une autre direction qui est tout aussi agréable et tout ça. Mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de passion. Mais en même temps, je pense que les accommodements ou les facilités qui permettent aux femmes d'entraîner cette ouverture-là, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle se développe encore plus. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a des trucs ou des choses que vous pensez que des programmes sportifs ont mis en place ou doivent mettre en place pour vous permettre tout ça? Alors, merci. Julie Dionne, directrice du service des activités sportives à l'Université Laval. On est dans le mode solution déjà, mais pourquoi pas? Allons-y tout de suite avec cette belle question. Moi, je suis un peu déçue parce que Julie n'a pas dit que je l'avais coachée au Jeux du Québec, mais en tout cas, dans le Québec. Effectivement. C'est moins marquant. Julie, tu peux le dire, c'est moins marquant que l'Université. Mon premier modèle. C'est sûr que dans le soutien qui existe, il y a différents exemples. C'est clair que, comme on disait,
si on veut que les femmes restent longtemps, bien, il faut penser la conciliation travail-famille. Puis je me rappelle, Julie, quand Marlène était responsable des sports au collège, je sais qu'avec avec toi, je pense, et avec Jacques Junior, elle vous avait offert d'avoir un service de garde sur place pour que quelqu'un s'occupe des enfants. Puis elle avait offert à Jacques, qui avait aussi une petite fille dans ce temps-là, un jeune enfant. Alors, de permettre d'avoir sur place un soutien pour s'occuper des enfants. Parce que là aussi, maintenant, les coachs masculins veulent aussi s'impliquer davantage dans leur vie familiale. Fait que les demandes viennent des deux côtés. De préparer les congés de maternité. Alors, l'Université d'Alberta, entre autres, a un programme, pas un programme. La façon dont il fonctionne, c'est que si l'entraîneur féminine tombe enceinte, bien, tout de suite, l'adjointe ou l'adjoint va être identifié comme étant la personne qui va prendre le lead de l'équipe pendant le congé de maternité. Mais cette personne-là, elle sait très bien que quand la coach va revenir, elle redescend adjointe, puis c'est l'entraîneur qui est parti en congé de maternité qui reprend son head coaching. Alors, toi, tu tombes enceinte, tu pars en congé, tu n'es pas stressé parce que tu sais que quand tu reviens, ta job est garantie, elle est là. Il y a même des organisations qui vont permettre, quand on voyage, d'avoir la nanny. J'ai eu des coachs féminines qui allaitaient, puis là, ben, il fallait qu'ils partent et l'organisation payait le transport de la mère dans ce cas-ci pour s'occuper de l'enfant pendant que le coach allait faire ce qu'elle avait à faire, elle revenait, elle pouvait allaiter, etc. Fait qu'il y a je pense qu'il y a des accommodements, mais il faut demander aux femmes. Elles savent quels sont leurs besoins, mais il y en existe effectivement des exemples. Il y a des gens qui commentent de plus en plus, c'est vraiment intéressant. Je pense entre autres à France Vigneault qui dit « Si les comités de sélection, les entraîneurs étaient mixtes, ça aiderait l'embauche des femmes. » Alors ça fait partie peut-être des solutions également. Peut-être qu'on pourrait y revenir, mais moi, j'ai le goût de renchérir sur ce que tu viens de dire, Guylaine. Tu parlais des accommodements, des contraintes. Donc, lorsque des gens qui ont embauché des entraîneurs entendent ça, peut-être qu'ils se disent « Wow boy, j'ai tellement d'autres chats à fouetter, je vais-tu commencer aussi à me mettre des… » Alors, ma question est, en quoi ça peut être payant, avantageux pour une organisation d'avoir des entraîneurs féminins? Si on parle de contraintes, en quoi les contraintes vont disparaître si on a des entraîneurs féminins? Je pose la question à toi, mais Linda et Ariane, ça vous tente? Je me sens que j'ai le grand gueule à soir. Allez-y, les filles. Ben, les filles vont dire les chiffres, tout le temps. C'est ça. Moi, je suis juste là pour les chiffres. Alimente les statistiques, puis après, nous autres, on peut partir là-dessus. Là, on fait du chemin là-dessus. Mais par exemple, Ariane, il y a quelques bons exemples. Il y avait un entraîneur, entre autres, à Calgary pour Clara Hughes, qui était Meng Cheng, je crois qu'elle s'appelait. Julie Wang, oui, qui était d'origine chinoise. L'entraîneur de Eric Hayden, qui est un quintuple médaillé d'or olympique aux Jeux de Lake Placid en 80. Son entraîneur était une femme, c'était Diane Oldham. Il y a des modèles au niveau, il y en a quelques-uns, mais comme Guylaine dit, si on peut les nommer, là, c'est parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Là, puis on s'en rappelle. Oui, mais les avantages… L'avantage, moi, je trouve, c'est la complémentarité. Vraiment, c'est la complémentarité. Puis on parle beaucoup des entraîneurs, mais moi, je nous amènerais aussi sur des postes de leadership en vie démocratique sur la gestion des organisations. Et le rôle des femmes est aussi important. Puis, Guylaine nous mentionnait dans ses statistiques qu'on a eu quand même des gains plus importants de ce côté-là en leadership. Moi, j'ai une anecdote intéressante à vous raconter là-dessus. C'est il y a une vingtaine d'années, là, ça fait très longtemps. Quelqu'un faisait un processus d'embauche pour un poste. Puis, finalement, la personne me sollicite. Il avait épuré ses CV, puis il disait, ben, est-ce que tu as des CV à rajouter dans ceux qui devraient être convoqués en entrevue? Fait que moi, j'ai toute m'implication, on me demande un coup de main, je vais donner un coup de main. Une vingtaine d'années, ça fait longtemps. Je regarde les CV, tout ça, puis il y en a un que j'ai pris dans sa pile rejetée, puis je l'ai ramené dans l'autre pile. Mais ensuite, le processus a continué, puis il y a eu une sélection et tout ça, mais la personne qui a eu le poste, c'est la personne dont j'avais changé le CV de pile. Oh, vrai. Mais ça, c'était perspective de mes yeux à moi, complémentaire à l'autre personne qui m'avait demandé de l'aide. Après, le processus, il y a eu son cours, il y a eu des entrevues, tout a été bien fait, mais la
la personne, c'était une femme, la personne dont j'ai changé la candidature de pile, mais c'est elle qui a eu le poste. Et 20 ans plus tard, est encore impliquée en sport dans des postes assez importants au Québec. Fait que c'est vraiment, mais ça, moi, je ne dis pas que c'est moi qui ai fait avoir ce poste-là, pas du tout, mais c'est mes yeux qui ont vu sa candidature, son potentiel d'une autre façon que le premier filtre l'avait amené. Ça rejoint un peu le commentaire qu'on avait tantôt là, qui disait comité mixte, par exemple. Exact, c'est le bon commentaire de France, oui, tout à fait. Pour dire, oui, moi je suis ouvert, je ne sais pas, je ne vais pas parler à votre place, mais effectivement, d'avoir des yeux différents, ça peut aider justement à faire bouger les choses. Et ça, c'est un des problèmes. Au-delà de la mixité, je pense que les comités de sélection n'ont pas toujours la formation adéquate pour à la fois évaluer la teneur d'un dossier parce qu'effectivement, en fonction de l'expérience qu'on a, on n'accrochera pas sur les mêmes choses. Puis même si on a une grille, là, ça reste que il y a une partie subjective importante dans ces processus de sélection-là. Et je pense que les gens, on a tous et toutes des biais inconscients, des gens vers qui on est naturellement plus attiré que d'autres. Et ça transparaît dans les processus de sélection. Et c'est là où il faut vraiment essayer de mettre en place une démarche qui va faire en sorte qu'on va un peu contrer ces biais-là. Puis une des façons, effectivement, c'est d'avoir de la mixité sur les conseils, pas les conseils, mais les comités de sélection pour s'assurer qu'on a différentes visions. Puis on a tellement d'exemples. Pour moi, un des exemples qui me fait vraiment triper, c'est les orchestres symphoniques qui étaient presque 100% composés de musiciens masculins. Et le jour où ils ont commencé à faire des auditions à l'aveugle, bien là, tout à coup, les orchestres sont presque 50% de femmes parce que là, tous ceux qui évaluaient, qui étaient dans le comité de sélection, étaient centrés juste sur la musique, le talent, sans si tu es un homme ou une femme. Et ça a été frappant. Je ne connaissais pas ces gens-là, oui, ces gens-là, il n'y avait pas une mauvaise intention dans leur sélection. Mais les biais étant là, on continue de choisir les gens qui nous ressemblent, qui jouent de la façon qu'on est habitué de voir. L'arrivée des femmes a amené toute une autre façon de jouer la musique même, puis de la livrer, la musique. Alors pour moi, le coaching, c'est la même affaire. On est dans un comité de sélection. Plus on va avoir de diversité autour de la table, plus on risque effectivement de permettre aux personnes qu'on va passer en entrevue de se mettre en valeur et de ne pas juste aller chercher des qualités qu'on va identifier au coaching, leadership masculin, etc. Alors, encore une fois, là, on parle de solutions, puis c'en est une, effectivement, je pense que c'est assez évident, mais quand on parle de coaching au féminin, y a-t-il vraiment un coaching au féminin? Est-ce que les femmes coachent comme les gars, mais en étant des femmes? Ou c'est quoi, encore une fois, les avantages qu'on peut y retrouver? Linda, peut-être. Bien, moi, je pense que c'est une question de personnalité, pas nécessairement juste des femmes et des expériences de vie. C'est sûr que les études disent que les femmes travaillent plus. Moi, on m'a déjà dit, les femmes, c'est l'éducation, les hommes, c'est la performance. C'est un peu dans ce sens-là qu'on m'a déjà dit dans mes débuts d'années de coaching, et peut-être que la femme est plus à l'écoute, peut-être que la femme travaille plus avec la personne avant la performance, un peu plus d'éducation, un peu plus positive. C'est ce qu'on entend. On parlait du petit coup de pouce de confiance tout à l'heure. Je pense que c'est ce qu'on voit plus chez les femmes. Moi, je vois l'exemple de l'entraîneur de l'équipe canadienne en basketball. On pense que je suis calme, à l'Université de Saskatchewan, encore plus calme que moi, puis je pense que je n'ai jamais vu crier. Et on dit, ben c'est un niveau supérieur, c'est encore plus exigeant, c'est l'élite, on devrait être encore plus fonceur, et ce n'est pas le cas. J'ai lu un article récemment, il faut s'ajuster pendant la pandémie, il faut être moins exigeant comme entraîneur, il faut s'adapter. Je pense que c'est une façon différente de faire. On peut être tout à fait exigeant, mais c'est travailler avec la personne. Et peut-être que la nuance entraîneur féminine doit travailler pour les autres et non sa quête personnelle.
Wow, c'est beau ça. Puis on voit de plus en plus de sports masculins, entre guillemets, le football, le basketball chez les hommes, baseball. Le hockey, il tire de la patte un petit peu, là, mais dans les autres sports, déjà, on sent qu'il y a de plus en plus de femmes. Puis là, on parle de sports professionnels là, qui ont des millions de dollars à aller chercher en revenus. Il n'y a pas trop de charité je ne pense pas qu'on le fait par charité. On leur reconnaît sans doute d'autres qualités, Guylaine, à ces femmes. Oui, absolument. Et en fait, c'est ce qu'Ariane disait, la complémentarité. Tu sais, ça reste que, j'aime pas ça faire des généralisations, mais clairement, quand on fait la recherche et qu'on analyse les styles de coaching, il y a des distinctions entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas de dire qu'un est meilleur que l'autre. Comme Ariane le disait, c'est complémentaire. On amène quelque chose de différent au coaching. Et pour moi, le meilleur des mondes, c'est que tous les athlètes seraient coachés par un homme et une femme. Toute la gang, tout le monde. Et on y arrive avec, chacun avec nos expériences. Et c'est sûr que moi, comme femme, bien, oui, je risque de plus connecter avec l'expérience des filles parce qu'elles vont avoir vécu certaines choses que moi-même, comme entraîneur, je vais avoir vécu. Il y a des sujets encore tabous, les menstruations. Là. Moi, je n'ai jamais eu un coach masculin qui m'a parlé des menstruations, mais nous autres, entre filles, on s'en parlait beaucoup. Puis quand avec un coach féminin, ben oui, des fois, oui, ça affecte la performance. Oui, ça dérange pour toutes sortes de raisons. Fait que, il y a des. Bon, ça, c'est un exemple très, très stéréotypé, là, mais ça reste qu'il y a des choses qu'on vit comme filles qui va faire qu'on va s'identifier à notre entraîneur féminine. Et oui, effectivement, ce que la recherche nous dit, puis Linda l'a extrêmement bien dit, le désir d'être centré d'abord sur le besoin des athlètes plus que sur l'image de mon équipe qui est projetée sur moi, mon ego. Si l'équipe va mal, c'est pas le fun pour mon ego. Non. Alors, plutôt que de dire, puis là, je ne suis pas en train de dire que tous les gars ont des gros égos, puis blablabla, là, c'est pas ça, mais les gars ont été vraiment aussi, les gars aussi sont pognés dans un carcan, comment ils ont été élevés. Oui, les stéréotypes aussi, ben oui. Il y a des stéréotypes, tu sais, là, un vrai gars, ça ne pleure pas, là, ben, il y en a encore des petits gars qui entendent ça, puis il y en a encore des petits gars qui se font coacher, puis tu n'as pas le droit d'être émotif, tu n'as pas le droit de brailler, puis tu n'as pas le droit... Bon, heureusement, il y a des gars des entraîneurs masculins qui changent ça un peu, là. Mais ce qui fait qu'il y a des hommes qui arrivent en coaching, puis ce qu'ils connaissent, c'est la ligne dure, là, et c'est ce qu'ils vont continuer. Alors, c'est pour ça, pour moi, oui, on coach différemment, on apporte des choses différentes. Puis quand tu disais l'avantage ou pourquoi, là, mais pourquoi moi, comme petite fille, là, je n'ai pas le droit d'avoir une femme à qui je vais m'identifier? Pourquoi je n'ai pas le droit d'avoir ça, moi, dans ma vie d'athlète? Puis c'est juste les petits gars qui ont ça. Tu sais, ça ne marche pas, ça. Et avant de poursuivre avec le dernier thème, parce qu'il nous reste 15 minutes, ça me rappelle toujours, parce qu'avec l'émission Jouer comme une fille, tu nous en sors des pas pires. J'aime beaucoup l'idée que, tu sais, dans le fond, s'il y a plus de femmes entraîneurs ou à la direction des CA et tout ça, ben, ça élimine les pas bons. Il y a encore des hommes qui vont être là, mais ceux qui tournent autour de différents clubs, ça fait 8 fois qu'ils changent de club, là, mais parce qu'ils connaissent quelqu'un, fait qu'ils sont capables d'être engagés, on ne les reverra plus. Les bons vont rester. C'est ça, exactement. Ça aussi, la recherche commence à documenter ça. Parce que moi, je suis pro-quota, là. Moi, je suis pro-quota au bout. Puis, je suis tannée de me faire dire on va engager des femmes incompétentes. Non, on va se débarrasser des hommes incompétents. C'est très bien dit. Jean-Marie Deconinck, lorsque j'étais entraîneur plus actif, j'avais été impressionné par le nageur allemand Roland Matthes. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Médaillé d'or aux 100 mètres des Jeux 68-72, ensuite médaillé d'argent en 76. Je n'avais pas apprécié les qualités d'intervention de son entraîneur, Marie Grob. Elle l'encadrait à la fois avec tact, mais aussi avec une main de fer. Tout le monde la respectait. Est-ce que Guylaine, Linda ou Ariane savent si on aurait quelque chose à apprendre des autres pays quant à la place des femmes en coaching? Une question de ma carrière d'athlète, il n'y avait pas beaucoup de femmes entraîneurs, mais présentement, il y en a plusieurs. Je suis encore la scène internationale parce que mon fils est quand même assez impliqué. Et il y a une... C'est juste un peu du bon, oui. Mais c'est ça, il y a une femme entraîneur en Norvège, entre autres, qui s'implique énormément. C'est une ancienne athlète qui patinait contre moi à l'époque et très, très impliquée. Puis on la sent très émotive. Puis c'est pas mal vu. Elle a l'air de l'extérieur d'avoir une relation très intense avec
avec ses athlètes, hommes et femmes. Puis on l'a vu, moi je l'ai vu à l'occasion de la retraite d'un grand champion norvégien. Quand il a pris sa retraite, les deux se pleuraient dans les bras, puis c'était correct, là. Fait qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup d'humanité dans son style de coaching. Fait que ça, on voit ça. Moi, je dirais tantôt, pour revenir avec, quand on parlait des différences hommes-femmes, moi, je peux juste témoigner de mon expérience à moi, mais moi, je dirais, quand Linda disait, moi, je ne crie pas, Guylaine disait, on est habitué de se faire crier après, c'est sûr que le style de coaching où le coach crie, ou très, très autoritaire, ou très, très serré, l'encadrement, bien, ça porte fruit, peut-être rapidement, À court mais terme. plus à court terme. Mais moi, mon style de coaching, c'était plus long terme, fait que c'est plus Oui. doux, peut-être, ça peut être considéré comme ça, mais c'est que j'essayais d'amener l'athlète à avoir sa motivation de l'intérieur, que je sois là ou pas après, l'athlète peut performer. Fait que je me souviens d'avoir fait ça avec Kalina Roberge, que je coachais quand elle était dans notre club ici à Lévis, jusqu'à ce qu'elle se rende à l'équipe nationale senior. Puis Kalina, c'est ça, tout le monde la trouvait bonne, fait que tout le monde voulait la coacher. Puis je disais, bon, je lui donnais des trucs, mais je savais que je ne serais pas toujours avec elle. Fait que c'était de l'amener elle-même à être la femme forte qu'elle devait être, l'athlète forte qu'elle devait être pour que ça soit de l'intérieur. Puis moi, je pense que c'est plus long, mais ça porte fruit sur plus longtemps. Linda a une carrière extrêmement longue avec des succès époustouflants dans l'historique de son équipe. Puis c'était toujours des nouvelles personnes, mais c'est le même style de coaching. Fait que moi, je pense que ça joue pour beaucoup, mais c'est moins de flafla, c'est moins impressionnant. Fait que peut-être que ça joue contre nous aussi au moment de recruter. Ben, là, j'allais dire le D'ailleurs, contraire. Ben, je ne sais pas, oui. je vais juste renchérir là-dessus. Moi, mon plus grand souhait, c'est de n'avoir rien à dire pendant un match. Ouais. Je souhaitais coacher sans rien dire. C'était mon plus grand souhait. Justement, que les jeunes femmes soient assez indépendantes, puis que ce qu'on avait fait dans les entraînements, c'est qu'elles soient capables par elles-mêmes d'agir, de prendre les bonnes décisions. Parce que moi, je suis à l'université, c'était la dernière étape avant la vraie vie. Donc, entre guillemets, donc c'était comme mon grand souhait, c'était allez-y, puis si j'ai rien à dire pendant 40 minutes, tant mieux. Ça, tu as appris ça à York quand Guylaine t'avait. C'est ça, je viens de dire. C'est là que c'est devenu. Mais j'allais dire le contraire un peu d'Ariane. Est-ce que le fait de recruter, justement, toi, Linda, là, les filles te connaissaient? Ils savaient quel genre d'entraîneur tu étais. Ça devait, à la limite, être un avantage. Je ne sais pas, moi, je ne voudrais pas être coaché par un bouffon, là. Ben, pas nécessairement, parce que je pense qu'il y a des styles pour certaines filles que j'aurais fallu peut-être que je sois plus, que je crie plus ou que je sois plus agressive. Le message passait moins, c'est possible aussi. On dit on parle de complémentarité, on parle de. Ça dépend des attentes des gens, parce qu'il y en a de leur perception gagner, c'est gagner à tout prix, mais il y a différentes victoires quand tu coaches un match. C'est très intéressant. Plein de questions. Alors, j'ai le goût de défiler ça. Vous avez des réponses à tout, alors j'aime ça. Si en passant, vous ne voulez pas que je nomme votre prénom ou votre nom, dites-moi-le dans la question comme ça, je ne le répéterai pas. Mais là, j'ai Camille qui me dit, est-ce qu'il y a une statistique des tranches d'âge des femmes impliquées dans les postes dans les organisations sportives? Est-ce qu'il arrive que des organisations vont moins engager de jeunes femmes professionnelles puisqu'elles peuvent tomber en congé de maternité? Guylaine. Écoute, les statistiques que j'ai, c'est en coaching, puis les entraîneurs féminins sont plutôt jeunes. Et c'est jeune parce que, tu sais, on a les quelques plus vieilles qu'on a, dans le peu qu'on a, il y en a quelques-unes qui ont percé au plus haut niveau, mais pour la plupart, elles vont rester souvent dans leur environnement au niveau local, régional. Donc, elles ont commencé, elles étaient jeunes. Fait que je te dirais qu'au niveau du coaching, pour le début d'une carrière, je n'ai pas de statistiques qui tendent à montrer qu'on engage moins de jeunes, au contraire. Tu sais, si on engage les jeunes pour s'occuper des jeunes, parce que les filles sont bonnes, sont maternelles. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Fait que ça, on n'a pas trop de problème avec ça. Non. Si on regarde au niveau des postes d'administration, c'est sûr que dans toutes les organisations, pas juste en sport, il y a certaines femmes qui, effectivement, ont senti pendant le processus d'entrevue que c'était clairement un handicap le fait qu'elles étaient genre sur le bord d'être en âge d'avoir un enfant ou de vouloir un enfant. Mais j'ai tendance à dire qu'on on s'éloigne de ça de plus en plus. C'est illégal, là. Je veux dire, tu ne peux pas faire ça. Mais même dans le monde du sport, je pense qu'on s'éloigne de ça. Puis je n'ai pas vraiment d'exemple récent. Je ne sais pas, vous les filles, Ariane, Linda, mais je n'ai pas d'exemple qui dirait que
on ne t'a pas engagé parce que tu risques d'avoir des enfants. Ce qui arrive, par contre, c'est qu'il y a des femmes qu'on ne recrute pas. Tu sais, quand on disait d'ailleurs, il faut aller au-devant, là, bien, des fois, il y a des opportunités qui se présentent et on ne l'offrira pas à la femme parce qu'on va dire, ah ben non, elle a 2 enfants, elle ne voudra jamais y aller au championnat. Tu sais, fait qu'on n'y offre même pas. On répond pour elle. On assume qu'elle ne voudra pas. Fait que ça, c'est des choses que je vois encore. Béatrice Lamarche, qui est une athlète de patinage de vitesse à très haut niveau également, elle aimerait vous entendre, mesdames, sur la discrimination positive dans la sélection des coachs féminines. Est-ce que c'est une solution? Parce qu'on est dans le mode solution pour terminer ce panel, cette discussion. Alors, la sélection positive, la discrimination positive, c'est bon? On doit faire ça? On pousse? Ben, moi, c'est clair, je suis pour ça. Là. Écoute, on est pogné dans la boîte, là, ça ne bouge plus. C'est pas compliqué. Puis même dans les 10 dernières années, ça a diminué. Fait que le système, sans le vouloir nécessairement, exclut les femmes de façon systématique. Ah oui. Fait que oui, il y a de la discrimination systématique. Et pour moi, quand on est dans une situation comme celle-là, la seule façon de briser ce cercle-là, c'est d'imposer des quotas. Et encore une fois, c'est toujours les extrêmes. Ce n'est pas d'arriver puis demain matin de dire à tous les clubs, si vous n'avez pas 50 % de femmes, on vous coupe votre budget. Là. Je pense qu'il faut accompagner les organisations là-dedans, se donner des cibles, avoir des comptes à rendre, puis d'évaluer si ça n'a pas marché, pourquoi. Mais il faut qu'on commence à se donner des cibles, à travailler. Puis moi, je rêverais d'avoir un tableau public avec toutes les organisations sportives, puis je leur donne un pointage. Oh! Donne-toi une cible, puis c'est pas. Puis en fait, pour qu'il y ait une certaine fierté de dire hey, on a réussi. Baseball Québec, pour moi, c'est un exemple incroyable d'un sport hyper masculin qui est en train de faire exploser le baseball, la Ligue féminine de baseball. Oui. Donc, le baseball joué par les filles. Mais donc, moi, oui, je suis absolument 100% pour ça. Puis qu'il n'y ait pas personne qui vienne me dire qu'il n'y a pas de femmes compétentes parce que ça marche, ça ne tient pas la route. Non, pas du tout. Guy Labrec. Oui. Non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Mais oui, c'est Ariane qui voulait parler ou c'est... Non, bien, je voulais dire, moi, oui, c'est fou comment c'est une roue qui tourne parce que à mes débuts, l'organisme du sport universitaire donnait des subventions pour engager des entraîneurs adjoints et pour vivre l'expérience comme entraîneur-chef avec un mentor. Mais depuis 2 ans, le sport est revenu avec le même projet où là, les universités peuvent engager des entraîneurs adjoints. Ils sont mentorés ou par des hommes, par des femmes. Et on les a sélectionnés la semaine dernière. Alors moi, pas la semaine dernière, il y a quelques mois, mais je me disais, 30 ans plus tard, il faut recommencer le même processus qu'on a fait. Alors, c'est quand même assez étonnant. Oui, la discrimination positive, moi, je dirais, on l'a vu plus dans la gestion des organisations, la vie démocratique. Et même le ministère, la direction du sport et de l'activité physique est arrivé avec un nouveau mode de gouvernance et il va accompagner les fédérations provinciales. Et c'est vraiment, on est dans une mouvance. Mais ça, là-dessus, on a fait des gains. Et je dois dire, pour l'avoir vu, là, parce que je suis impliquée au conseil d'administration de l'Institut national du sport du Québec pour mon dernier mandat. Là, je termine après 8 ans au CA. Bravo. Mais j'ai fait partie du comité de nomination. Puis quand on arrive pour chercher des candidatures, il nous vient souvent des noms masculins à l'idée, en tête en premier. Mais en regardant, en épluchant les CV, puis en se disant, on va essayer d'aller sur notre objectif qui est à l'INS, c'est un 40 % minimum hommes ou 40 % minimum femmes. Et Guylaine Demers disait que j'étais pas là à l'époque, mais ça a été adopté sous le règne d'une présidente femme. Mais maintenant, c'est la norme à l'INS. Et on trouve des candidatures importantes et intéressantes. Et d'ailleurs, ensuite, là, on prend part à la vie démocratique pleine et entière et avec toutes les mêmes implications, les mêmes responsabilités, mais la même rigueur que les femmes se donnent. On ne le sent pas qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans une chaise parce qu'il était une femme ou parce qu'il était comptable. Dans le fond, on cherche des profils, on amène ces profils-là, c'est complémentaire, puis on bâtit là-dessus. Et moi, je voudrais juste aller là-dessus en disant, on est dans les solutions, puis je ne veux pas perdre mon idée parce que je vois le temps filer, mais
en réfléchissant vraiment pour notre conférence aujourd'hui, je me suis dit, bien, c'est les petits pas, hein, c'est tout le temps ça. Hein, pour aller quelque part, ça prend des petits pas. Mais moi, j'ai été impliquée comme représentante des athlètes au début, ensuite sur le CA d'un club parce que je m'impliquais moi comme entraîneur. J'étais au CA de la fédération provinciale. Ensuite, je suis allée sur Patinage de vitesse Canada. Ensuite, je suis à l'INS. Mais tout ce temps-là, j'ai eu des modèles où j'ai été un modèle, Julie en parlait, à une époque, moi, j'ai peut-être été un modèle. À une autre époque, j'ai eu des modèles, mais chaque fois, comme une carrière d'athlète, on s'améliore avec le temps, on prend de l'expérience, on développe notre talent. Fait que, dans le fond, il faut avoir une chance au début. Fait que la discrimination positive n'est pas mauvaise. Si les clubs disent on est moitié-moitié, ben à un moment donné, tu vas avoir des gens qui vont émerger puis qui vont monter comme s'impliquer à des plus hauts niveaux, autant comme leader dans les organisations que comme entraîneur. Plein de gens disent ça. Hein. J'ai plein de commentaires qui disent oui, pro-quota, Danny Boulanger est un de ceux-là. J'ai une autre personne qui me dit ça me fait penser un peu le Canadien qui doit engager francophone versus anglophone entraîneur. Des fois, bon, il faut le faire, puis on le fait, puis on ne s'en porte pas plus mal pour autant. Est-ce que les clubs universitaires auraient intérêt à agir dans le même état d'esprit, sortir du cercle vicieux à compétences égales pour avoir la mission de développer des modèles féminins? Là, je veux juste vous dire que je vais peut-être pleurer. Je viens de lire un commentaire de Kalina. Ben oui, je sais, oui. Aussi. Elle est là? Oh, wow! Caroline. C'est vrai qu'on a le droit. Non, mais Ariane, on est des filles, on peut pleurer. Oui, c'est ça. Moi, je suis un bon public, mais là, vraiment, Kalina, merci. Ah, c'est gentil d'avoir des feedbacks. On est très contents qu'elle soit là, d'ailleurs. Mais moi, là, écoute, je ne comprends pas que ce ne soit pas une règle que dans les universités, qui sont des institutions publiques, que vos taxes et les miennes payent. Je ne comprends pas que pour les équipes féminines, il n'y ait pas une obligation d'avoir à tout le moins une personne. Ce n'est pas le head coach, l'entraîneur adjoint, mais ça prend un staff féminin. Là. Ça ne marche pas. Là. Ça ne se peut pas qu'en 2021, nos athlètes n'aient pas une femme qui les encadre. Ça ne se peut juste pas. Linda, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense qu'on parlait de complémentarité, alors on en serait plus fort. Donc, il faut provoquer ça. Je sais, Guylaine, tu en as déjà parlé, par exemple, au Jeux du Canada. C'est une solution parce qu'on parle de solution. Au Jeux du Canada, on oblige les équipes à avoir un entraîneur, au moins un entraîneur féminin. C'est bien ça la règle? Donc, toutes les équipes féminines au mix doivent avoir absolument une femme dans le staff d'entraîneur. Head coach ou assistante, ça ne te dérange pas. Sinon, tu ne peux pas amener ton équipe. Alors, ça, c'est un premier pas. Mais quand je disais que ces règles-là où on impose un chiffre, puis il faut que ça soit accompagné de soutien. Tu sais, si cette femme-là, elle devient la potiche qu'on amène parce qu'on est obligé d'avoir quelqu'un, sinon on n'a pas personne, puis on ne lui donne aucune responsabilité. J'ai même des cas de femmes qui étaient dans le staff, puis les entraîneurs-chefs ne voulaient même pas qu'elles se présentent sur le terrain. Tu sais, c'est comme là, on t'a amené parce qu'on était obligé, là. Oui, mais là, on est là. Oui. Garde ton coin, puis nous autres, on va coacher. Fait que, la mesure en elle-même, si elle n'est pas accompagnée, puis qu'on ne donne pas de soutien à ces femmes-là, ben, c'est comme on les envoie à l'abattoir. Bonne chance. Puis après ça, on se demande pourquoi ils lâchent. Allô. Fait que c'est ça. Mais tu disais que même si c'était effectivement le lot de certaines entraîneurs qui étaient présentes, ça vaut la peine quand même de l'appliquer. Absolument, parce que il y a eu des très bons effets aussi. Puis ça a permis, comme Ariane disait, cette première chance-là. Mais là, tu l'as. Sinon, tu ne l'as pas jamais. Là. Le système continue à t'exclure. Donc là, au moins, on force le système, puis ça donne effectivement des femmes il y en a plusieurs qui ont vécu des super expériences puis qui continuent à s'investir dans le coaching, là, clairement. C'est bon. France qui dit, d'abord, commençons par avoir un minimum de femmes dans le staff d'entraîneurs dans les équipes féminines. Ce serait déjà un bon début. Alors, merci, France Vigneault. On est tout près de l'heure, mais il y a encore quelques questions. J'ai quelqu'un qui me demande vos meilleurs conseils pour une jeune femme qui aimerait percer au niveau professionnel, entre parenthèses, NFL. Alors là, c'est ciblé, gars. Votre meilleur conseil, les filles? Bien, pour moi, là, c'est clair qu'il faut que tu te fasses connaître. Il faut se faire connaître. Puis ça commence habituellement par du bénévolat. Ouais. Toutes les opportunités que tu as d'aller dans un camp, de te faire connaître par les autres coachs, de faire ta job, de donner le max,
c'est comme ça parce que ces postes-là qui sont extrêmement nichés puis qu'il n'y en a vraiment pas des tonnes, qu'est-ce qui fait que les gens se sont rendus là? Pour moi, je prends l'exemple de Charles Dubébrin en basket, qui est rendu, il était avec... il est adjoint avec les Raptors, je crois. Oui, mais là, il est rendu à Ottawa maintenant. C'était le premier à faire toutes les petites job-ins que personne ne voulait. Là, ben, lui, il y allait. Puis tranquillement, pas vite, tu te fais connaître. Il a décidé de partir en Europe pour aller se perfectionner puis avoir de l'expérience de head coach. Parce que quand tu reviens, tu ne veux pas te faire dire, tu n'as pas d'expérience de head coach. Oui, mais c'est parce que je n'ai jamais la chance. Oui. Alors, pour moi, c'est bénévolat, implique-toi, toutes les opportunités, vas-y, fais-toi connaître. Fais-toi connaître. Pour moi, je ne sais pas si Ariane et Linda ont d'autres idées, mais j'en vois pas bien d'autres. Bien, si on avait une dernière idée chacune, pour... Non, mais moi, je voulais juste parler de solutions parce que vous mentionnez Égal Action qui existe, puis qu'Ariane et Guylaine sont impliquées, même plus qu'impliquées, qui est quand même un organisme très, très positif pour la place de la femme. Puis, il faut mentionner votre balado qui est aussi, c'est tout nouveau, mais on parlait de petits pas ou même des grands pas. Là, ben, bravo à vous deux. Merci beaucoup, c'est très gentil, Linda. Ariane, peut-être le mot de la fin? Ah, le mot de la fin. Mais moi, je suis honorée de faire partie de la conférence présente qu'on vient de donner. Le PEPS, là, j'ai affaire à des sommités, les ambassadrices du PEPS qui sont avec moi, mais moi, j'ai quand même étudié à l'Université Laval, puis je me suis quand même entraînée au PEPS, puis vraiment, c'est une part importante. Puis je voulais, on l'a salué, Julie, qui est directrice du PEPS, fait que les femmes ont fait du chemin. Je pense qu'on peut faire plus de chemin. Guylaine, ton cri du cœur tantôt sera sûrement entendu. Puis, il faut continuer à être vigilant, pas laisser la garde. On a vu, c'est en baissant la garde, les statistiques ont rebaissé. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à s'impliquer, les petits pas. Puis chaque personne peut faire la différence. Je me souviens d'avoir emmené ma fille voir du soccer féminin senior alors qu'elle avait 10 ans, puis elle jouait au soccer pour qu'elle voit que des filles, ça peut être bon au soccer. Fait que des femmes coachs peuvent prendre leur place, puis ça peut être nos modèles à nous aussi. Fait que ouvrons sur les femmes, je pense qu'on va être gagnant tout le monde. Merci beaucoup à vous trois. Rapidement, on a plein de félicitations pour vous, mesdames. Sylvie Béliveau, entre autres, qui nous dit bravo, beaucoup d'éloquence, très, très inspirante. Et je vais lire le petit bout de Kalina parce qu'il est public finalement, public pour nous, là. Mais Ariane a su unir mon corps à mon esprit pour faire de moi un athlète complet et autonome. Ça, c'est la plus belle des récompenses qu'on peut donner à un athlète en tant qu'entraîneur, je pense. Alors, bravo. Bon, on va finir en pleurant, là. Ouais. J'en profite, on parle de solutions. Le 8 juin, j'organise une conférence Femmes et Sport et le 8 juin, c'est la Journée de Québec. Alors, c'est conversation2021.ca. Écoutez, ça coûte 75$, là, un prix d'amis, mais on est vraiment centré toute la journée. Ça va être très interactif, c'est virtuel, personne ne va pogner de bébite. Mais ça va être très interactif et on passe la journée sur les solutions pour Femmes et Sport, à la fois du côté de la participation des filles, mais aussi du leadership. Alors, conversation2021.ca. Parfait. Je sais qu'on avait dit en début de programme, à 7 heures, qu'on ouvrait les lignes, si les gens voulaient poser des questions audio. Je ne sais pas si c'est le cas. S'il y en a qui veulent se manifester, je sais que Andréane, qui est au niveau du contrôle, peut nous le dire. J'en profite pendant qu'il y a cette petite pause-là pour vous remercier, mesdames, encore une fois, pour votre présence, évidemment, vos commentaires. Je pense qu'on en sort grandi et gagnant. Tous les gens le confirment. Et il y aura une prochaine conférence pour les 50 ans du PEPS donnée par le docteur Claude Bouchard le 27 avril à 19h30. C'est l'histoire de la recherche au PEPS. Alors, c'est sûr qu'on va parler de Guylaine Demers quelque part là-dedans. Parce que... Les paris sont ouverts. Alors, docteur Claude Bouchard, c'est le même principe. On s'inscrit et puis c'est à 19h30 le 27 avril. Alors, voilà, il n'y a pas de main levée. Alors, écoutez, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions et on va continuer à en parler grâce, entre autres, à Conversation 2021, grâce à l'initiative du PEPS et des 50 ans, l'équipe des communications. Merci beaucoup à Julie Dionne également. Et bien sûr, la balado, jouer comme une fille, c'est un à côté, mais écoute donc,
On fait ça toutes les semaines. C'est disponible sur toutes les plateformes audio pour ceux qui veulent faire ça en faisant du ménage ou en joguant. Et version vidéo pour ceux qui veulent vraiment prendre un café puis nous voir la face, Guylaine et moi. Alors, cette semaine, d'ailleurs, c'est Maxime Lamarche, on en a parlé. Oui. Et la semaine prochaine, Julie Gosselin, la présidente qui défend son titre de présidente, parce que les élections, c'est bientôt à Sport Québec. Alors, elle est avec nous lundi prochain. Voilà, je pense que c'est complet. Merci beaucoup, Marc. Andréane Gérard. Merci, Marc. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là. Et on ne l'a pas dit, là, mais on a besoin des hommes comme alliés. Là. On a vu là, qui étaient là aujourd'hui. Oui. Alors, merci d'être là, les gars. Puis, on a besoin de votre voix, absolument. C'est bon. Salut, Marc. Merci. Merci.